Emmanuel Darle, bonjour. Bonjour. Ravi de faire ta connaissance pour de vrai, même si ça fait longtemps que je te connais, puisque je te suis via notamment le CSI, donc tu es universitaire. Oui. Et du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu tes opinions donc, en ce mois de septembre sur ce qui se passe actuellement, ta présence ici pour ce colloque organisé par Ariane Biran. Donc on a du beau monde, hein. Il y a Pierre, il y a Jean-Dominique Michel, Ariane qui est intervenue tout à l'heure. Comment tu as vécu toi ces 2 dernières années autant qu'universitaire justement, comment tu vois les choses aussi pour la suite et quelles sont tes impressions par rapport à ce colloque? Alors ce colloque, c'est le colloque qu'on avait donné déjà à Lisbonne il y a à peu près 2 semaines. Il est autour de la corruption systémique, la corruption des chiffres, la corruption scientifique. Il est important de pouvoir dénoncer véritablement en fait, les choses, puisque pendant ces 2 années, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits. De façon presque propagandiste, si on peut dire, notamment autour des chiffres du Covid, notamment autour de la vaccination, notamment par rapport aux enfants également. Donc je pense qu'il est nécessaire de remettre, on va dire, les pendules à l'heure, et puis aussi de pouvoir offrir un espace de débat scientifique. Alors effectivement, il n'y a pas de contradictoire, puisque les personnes, on va dire, de l'autre côté ne veulent pas débattre, elles préfèrent accuser. C'est ce qu'on a constaté avec l'article récemment de Samuel Alexander concernant le CSI par exemple. Et donc nous, notre but est de pouvoir livrer une information, on va dire, honnête aux gens, avec des méthodes, notamment avec Vincent Pavant, sur des méthodes mathématiques et informatiques reproductibles. On se bat beaucoup pour la transparence. On a besoin de transparence dans une démocratie. La transparence, c'est l'inverse de la croyance. Donc voilà. Après, moi, ces 2 ans, je les ai, on va dire, vécus comme je pense que j'aurais dû les vivre, et je regrette rien du tout. J'ai été, au tout début, j'avais assez peur du Covid, très clairement. On entendait des témoignages en Chine, on voyait des images. Moi, j'étais un petit peu... Je trouvais ça énorme, et puis là j'ai commencé vraiment à me poser des questions quand ils ont sorti le coup de l'hôpital tout confort en 1 semaine. Je trouvais que c'était trop. Donc, et après j'ai commencé vraiment à comprendre un petit peu l'enjeu de manipulation digne vraiment de perversion, avec la mise en scène de Jérôme Salomon tous les mois qui arrivait à son pupitre, tous les jours. Tous les jours, ouais. Oui, tous les jours, à la même heure, vers 19h il me semble. Pour donner des chiffres, et des chiffres totalement ubuesques dans lesquels on mélange tout, et donc on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres dans ces cas-là. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de... Voilà, il manquait vraiment de... On voyait qu'il y avait aussi des biais, puis après il y a eu l'affaire du Rivotril quand elle a commencé à éclater, notamment grâce à Pierre Chaillot autour de ça. De l'abandon de soins, et puis et autour des témoignages notamment de plusieurs médecins qui expliquaient que quand ils traitaient par exemple avec de la vitamine D, quand ils traitaient avec tel médicament, ça fonctionnait. Donc il y a eu une volonté également très très critique de la part de nombreux journalistes à vouloir faire taire plusieurs chercheurs comme Didier Raoult, Christian Perron, mais également Toussaint. Il y a eu plusieurs chercheurs qui ont été cette volonté de censure. Et moi j'ai rejoint très naturellement en fait le CSI vers le mois de septembre. En fait, on n'était pas encore à sa création. En septembre 2020, j'ai commencé vraiment à poser un petit peu, à me reposer au niveau mental, parce qu'on venait quand même d'accumuler une charge avec le passage en distanciel de tous les enseignements. Et puis j'ai commencé vraiment à me poser et à regarder les chiffres froidement. Et donc là, j'ai rejoint Vincent dans le collectif Matalarm, ce départ qu'on avait formé avec d'autres informaticiens et mathématiciens. Ok, et du coup après ces 2 ans maintenant, ça fait
plus de 2 ans que tout a commencé. Tu parlais de fraude et voilà, le colloque aujourd'hui ça parle de fraude, de corruption. Quelle est pour toi la plus grande fraude scientifique? Quelle est pour toi la... Il y en a tellement. S'il y en a, mais si tu devrais, je sais pas, les 2-3 plus grandes fraudes, c'est quoi? C'est les cas asymptomatiques, Oui, alors d'abord il y a les cas, ça il a très très bien expliqué Pierre Chaillot, ça n'a pas été une épidémie de Covid, ça a été une épidémie de cas. Si demain on faisait des tests pour savoir dans la population générale quelles sont les personnes qui sont enceintes, on aurait une épidémie d'hommes enceintes. Donc c'est vraiment... À cause des faux positifs. Oui, tout à fait. Donc ça c'est vraiment de l'arnaque scientifique pure et dure. Après pour moi, l'une des fraudes quand même qui a conduit au confinement de 66 millions de personnes, c'est quand même... ça s'est basé sur l'analyse du rapport 9 du Conseil scientifique qui a été remis donc le 16 mars 2020 et qui a fait donc état de 400 000 morts donc pour la France depuis les simulations de Neil Ferguson, tout en sachant que Neil Ferguson avait fait des fausses simulations également pour le H1N1. Donc là, pour moi, et puis quand on regarde le code informatique, on s'aperçoit que c'est un vrai boulgui-boulga, ça n'a pas de sens, même au niveau mathématique, ça n'a pas de sens. Il a des équations avec plus de 1000 paramètres, enfin, c'est pas possible. Alors, donc pour moi, c'est une des... Et du coup, comment t'expliques que, étant donné que ce gars-là, donc Neil Ferguson, il avait déjà fait des prévisions apocalyptiques par le passé, que le Sénat avait épinglé tout ça, parce qu'il y a eu un rapport du Sénat qui était sorti suite au H1N1, en expliquant justement tous les biais qu'il y avait eu, le fait qu'il s'était trompé, qu'il avait prévu je sais pas combien de milliers de morts, alors qu'en final, bon voilà, le H1N1, c'est vrai que ça a pas fait trembler la France, on va dire. Comment t'expliques que malgré tout, aujourd'hui, le gouvernement a pris ce chemin-là? Qu'est-ce qui explique pour toi cette corruption, cette fraude? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est volontaire? Comment tu vois les choses? Je crois que les deux sont liés. Simon Kochmez a porté ce rapport lui-même au sein du conseil scientifique et l'a porté en fait à Neil Ferguson. C'était le seul à même en fait à pouvoir défendre finalement la parole de Neil Ferguson, avec qui il y avait des copublications, etc. Donc il y avait, je pense, aussi des intérêts derrière, peut-être des intérêts peut-être financiers ou je ne sais pas. Vous savez, quand on est très proche du pouvoir, on s'aperçoit que les laboratoires très proches du pouvoir bénéficient le plus de fonds pour financer les recherches, etc. Mais il y a eu, je pense aussi, une volonté de créer la terreur au sens... le plus au sens propre, la véritable terreur dans la population. Et Ariane Billeran en a très bien parlé. Il y a quand même une très grande partie de la population qui est rentrée en dissonance cognitive et qui l'est toujours en fait. Donc à partir de là, quand vous êtes capable de terroriser les gens et de les manipuler, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors justement, est-ce que tout le monde est devenu fou? Bien, parfois je me pose la question. Mais j'ose espérer que non. J'ose espérer que non, puisqu'on voit quand même qu'on a aujourd'hui un bon nombre de personnes qui réalisent que cette injection ne permet pas d'éviter le Covid, qu'il n'y a pas d'intérêt à vacciner les enfants, que finalement on n'a pas arrêté de continuer vague sur vague, etc. On n'a jamais remis en cause à un moment donné l'idée même de ces protocoles sanitaires. Aujourd'hui, je crois que ces protocoles seraient beaucoup moins acceptés dans la population. Chez les parents notamment, il serait beaucoup moins accepté et acceptable de remasquer les enfants. Ça a été une véritable libération, ce qu'on a vécu le 14 mars, quand on a enlevé le masque aux enfants. Bon nombre d'enfants sont sortis des écoles. Moi, dans l'école dans laquelle mes enfants étaient, c'était la joie, on était tous, on les applaudissait, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les gens sont en train de percevoir les enjeux qu'il y a derrière et ces enjeux-là ne sont pas forcément avouables, puisqu'on sait qu'on s'oriente vers plutôt des techniques de gouvernement dignes d'un crédit social à la chinoise, etc., entre les bons et les mauvais citoyens. Le QR code, ça a été un prémisse à ça. Et ça, on voit que ça va arriver dans la population. On parle aujourd'hui de pacte, de passe carbone, des choses comme ça.
ça de passe autour de l'environnement. On a vécu une crise sanitaire, on nous explique que maintenant on est en train de vivre une crise climatique. La crise climatique, ça fait des années qu'elle est là, si on ose parler de crise climatique aussi, parce que là, il y a une véritable dissension au niveau des climatologues. Il y a des climatologues qui expliquent que non, il n'y a pas de crise climatique, que ça fait partie d'un processus interne, et externe. Donc à partir de là, et là maintenant on nous parle également, il y a les problèmes de guerre en Ukraine, avec on nous explique que les Russes sont très méchants, qu'il faudrait, avec des répercussions qui ne sont pas sur les grandes entreprises, qui sont principalement sur le peuple. On nous explique qu'on n'aura plus de chauffage. Là, cette semaine, ça a été le président de l'Université de Strasbourg qui a utilisé, soi-disant, les problèmes énergétiques pour fermer l'université et contraindre au distanciel, ce qui est totalement inacceptable. Ouais. On sait que les étudiants échouent en distanciel. On l'a vu. Si on n'est pas capable de retenir les erreurs de ce qui a été fait pendant ces 2 ans, mais où on va? Donc, on voit bien que de toute façon, on est dans cette logique-là de l'hyper-contrôle et ça fait partie aussi d'un processus totalitaire. Absolument. Et alors du coup, c'est très intéressant que tu parles de QR code, j'allais justement t'en parler. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur l'identité numérique. L'identité numérique, ses avantages, ses dérives. Peut-être que les avantages ça sera plus rapide mais je te laisse me dire ce que tu penses de tout ça. Alors le QR code, faut savoir que derrière toute donnée qu'on stocke, elle est stockée forcément dans un serveur. On s'est rendu compte notamment pour le pass sanitaire que les données étaient stockées sur des serveurs aux États-Unis, hébergés par Microsoft, etc. On sait également que les données, par exemple, de santé aujourd'hui, sont hébergées également aux États-Unis. Donc ça pose le problème déjà de la confidentialité des données françaises, des données qui n'ont rien à faire dans un pays étranger, mais également de la liberté de pouvoir disposer soi-même de ces données. Et alors bien sûr, il y a des lois qui protègent tout ça, il y a la CNIL, etc. Mais là aussi, la CNIL a accepté l'imposition du pass sanitaire, en disant que finalement même des données à caractère médical, ça ne posait pas de problème. Par exemple, qu'une personne qui travaille dans un bar accède à ces données-là. Donc là, la CNIL reste quand même assez silencieuse, j'ai envie de dire, assez timide par rapport à tout ça. Moi, ce que j'y vois, effectivement, c'est le tout fichage numérique. On s'y oriente depuis à peu près depuis une vingtaine d'années. On l'avait dit. Derrière ça, faut savoir que plus on ramasse des données, plus on est capable d'entraîner des réseaux de neurones pour l'intelligence artificielle. Donc, on peut y voir, pourquoi pas, une façon également de pouvoir disposer d'une IA suprême, par exemple, qui dirait à partir d'un tel profil, à partir de telles données médicales, cette personne-là a plus en plus de chances, a telle probabilité de développer certaines maladies. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va les enfermer, on va les tuer. Enfin, c'est quoi le but? Alors, effectivement, je ne suis pas là en train de dire on va les tuer, etc. Mais ça pose en tout cas un tas de questions. L'identité numérique non coercitive, on sait qu'elle existe. Elle a été brevetée. Mais là encore, on voit bien, notamment dans les projets de recherche, qu'on n'a pas, il n'y a pas de projet de recherche qui est mené sur cette thématique-là. Elle est tout simplement pas avantageuse à l'Europe et pas avantageuse aux firmes, aux big tech, qui régissent la Commission européenne, qui dirigent la Commission européenne. Donc à partir de là, se pose vraiment la question du pouvoir du citoyen à lutter contre ces dérives-là. On a vu qu'on avait, pourquoi pas, besoin d'un QR code pour pouvoir aller au bar ou ailleurs. Alors, pas au bar, mais en tout cas faire du sport, etc. Demain, ça sera quoi? On aura besoin également d'un QR code pour aller voter. Est-ce qu'on aura besoin d'un QR code pour aller faire ses courses? Alors, il y a des prévisions qui datent de 1970. Il y a un livre que j'aime beaucoup citer, mais là ça fait partie vraiment du domaine de la croyance, et je demande à personne d'y adhérer. C'est la vision de Wilkerson, c'est un pasteur aux États-Unis qui expliquait, en fait, il y aurait la marque de la bête, ce qu'il lui nommait la bête, qui était sur le front et sur la main. Et donc il voyait arriver justement cette marque dans les années 2020. Donc c'est plutôt étrange. Alors bien sûr ça reste des prévisions, c'est de la croyance, ça repose en rien sur la science, mais effectivement c'est quand même troublant.
Qu'est-ce qu'on peut faire, autant que citoyen lambda, pour s'opposer à ça au maximum et pour créer un monde de demain qui soit pas une société de crédit social comme on peut voir en Chine par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Alors moi je pense d'abord d'une part retirer l'argent des banques, tout simplement, déjà tout retirer des banques, puisqu'on sait que c'est finalement l'argent qui alimente ce pouvoir. Donc essayer de trouver un autre moyen de fonctionnement avec de l'argent liquide. Pourquoi pas revenir également à des services d'échange, de compétences, de connaissances. Et puis créer des systèmes alternatifs basés vraiment sur l'être humain en tant que tel, sur ce qu'il peut offrir à autrui et ce qu'il est capable d'accueillir également. Ça peut être par exemple des écoles alternatives, c'est en train d'être monté, ça existe. Il y a aussi les réseaux, tout ce qui est réseau Solaris, etc. Mais pas que. C'est aussi le mode de fonctionnement qui est intéressant, de pouvoir dire moi je rends service, à côté j'ai aussi un service. Je donne par exemple 1 heure de cours à quelqu'un, je soigne quelqu'un, je garde des enfants, etc. Et à côté on me donne par exemple tel ou tel bien. Et je crois que cette dimension-là, on l'a un petit peu oubliée. C'est comme ça qu'on vivait il y a 50 ans. C'est comme ça que les gens vivaient pendant la guerre. Il n'y avait pas tellement d'argent, etc. Par contre, on avait des femmes qui allaient laver le linge, qui allaient aider les personnes âgées, etc. Je pense qu'il faut revenir à des circuits comme ça, plus centrés sur l'humain et non sur l'argent, en fait. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, ne touchez pas à nos enfants. Voilà. Ne touchez plus à nos enfants. Merci beaucoup Emmanuelle Darle. Merci.